Invité de France Info jusqu'à 9h, la présidente de la région Île-de-France, c'est Renaud Dely qui vous pose la première question. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors le gouvernement présente aujourd'hui, ce matin, par la voix de Gérald Darmanin, son projet de budget pour 2019. C'est un budget qui essaye de résoudre plusieurs problèmes en même temps, mais on a en particulier des allègements d'impôts pour les ménages, pour les entreprises aussi, 6 milliards pour les ménages, 20 milliards pour les entreprises. Est-ce que vous applaudissez un budget qui est somme toute assez libéral ? Pour moi, c'est un budget qui n'est ni vraiment courageux, ni vraiment ambitieux. C'est un budget qui pratique le rabot sur la dépense publique et qui ne pratique pas la réforme profonde de la sphère État. Aujourd'hui, on a besoin d'une cure d'amaigrissement de l'État, on a besoin de baisse de dépenses, de fonctionnement, et c'est ça qui permettra les baisses durables d'impôts, pas les tours de passe-passe actuels du gouvernement. Dans ce projet de budget, il y a 4500 postes de fonctionnaires qui sont supprimés. C'est pas assez à vos yeux ? Bien sûr que non, Emmanuel Macron. Combien ? Mais c'est pas, moi je ne raisonne pas comme ça. Ça c'est du rabot, c'est dire je coupe. Ça n'a pas de sens, c'est comptable. Ce qu'il faut, c'est profondément remodeler l'État, c'est arrêter un certain nombre de missions qui font doublon avec celles des collectivités territoriales, c'est accepter de lâcher prise, et vraiment ce que le Canada a fait, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, le déficit repart à la hausse, Monsieur Dely. Alors est-ce que vous pensez vraiment des dépenses d'investissement sont sacrifiées, comme toutes les dépenses d'infrastructures de transport dans toute la France. Donc c'est pour moi un mauvais budget, parce que c'est pas un budget... Cette cure d'amaigrissement que vous réclamez, votre candidat François Fillon à la présidentielle, c'était 500 000 postes en 5 ans, donc ça fait 100 000 par an. Il faudrait supprimer 100 000 postes de fonctionnaires cette année ? Il faudrait remodeler complètement les missions de l'État. Mais je vous donne un seul exemple. Le tourisme, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une administration du tourisme État, alors que les régions et les départements et les villes ont elles aussi des comités touristiques? Est-ce que la formation professionnelle... Vous êtes prêt, vous, Valérie Pécresse, à rendre des dizaines de postes à la région, par exemple ? À supprimer des dizaines de postes de fonctionnaires ? Moi, je le prouve, je l'ai fait. Combien de postes en moins à la région Île-de-France depuis que vous êtes là ? Depuis que j'ai été élu, en janvier donc 2016, j'ai baissé les dépenses de fonctionnement de la région de 12,5%. Vous avez supprimé des postes ? Pendant le même temps, mais bien sûr, pendant le même temps, l'État a augmenté ses dépenses de 9%. Donc, combien de postes en moins à la région depuis que vous êtes là ? Moins 12 plus 6, oui. Moins 12 plus 6. Voilà la différence en matière de fonctionnement entre ma gestion et la gestion de l'État. Oui, j'ai supprimé un certain nombre de postes, mais c'est la résultante de ce que j'ai fait. J'ai supprimé des postes dans des organismes pararégionaux qui faisaient doublon avec la région, et au siège aussi, nous avons fait des économies. 50 postes de moins par an. Aujourd'hui, il y a 6 milliards d'impôts en moins pour les ménages dans le budget présenté pour 2019. Il y a 20 milliards d'impôts en moins pour les entreprises. Il y a 4500 fonctionnaires en moins. C'est pas un budget de droite, ça ? Non mais attendez, les 20 milliards d'impôts en moins pour les entreprises, on sait bien que c'est le CICE, c'est la crédit stabilisation d'impôt qui se transforme en baisse des charges. Il se trouve que ça fera 20 milliards en moins de taxation pour les entreprises. Oui, mais en réalité, tout cela n'est pas permis par des baisses de dépenses durables. C'est permis par un rabot sur la dépense. Sur les ménages, par exemple, je vous prends. Il n'y a pas eu de tels allègements depuis 10 ans, depuis la fameuse loi TEPA de Nicolas Sarkozy en 2007. Vous étiez à l'époque ministre. Alors, on nous annonce 6 milliards d'euros de baisse des charges, des impôts sur les ménages. En fait, l'OFCE est allé regarder, ça n'est que 3 milliards et demi, parce qu'il faut prendre aussi en compte le fait qu'on n'indexe pas les retraites sur l'inflation. Comme on ne va pas indexer les retraites sur l'inflation, on va dépenser moins, et dépensons moins, on va baisser le pouvoir d'achat des retraités. Donc en réalité, il y a des tours de passe-passe dans ce budget, et des tours de passe-passe qui montrent d'ailleurs que l'effort est inégalement réparti, parce qu'en fait, il va y avoir un gain de pouvoir d'achat sur les actifs, ça c'est une bonne chose, mais il va y avoir une perte de pouvoir d'achat des retraités. Sur les retraités, justement, le gouvernement a entendu l'alerte qui est justement le reproche qui lui a été fait la semaine dernière. Édouard Philippe a annoncé que 300 000 retraités au lieu de 100 000 seraient finalement exonérés de la hausse de la CSG. Il y a un coup de pouce pour les petites retraites. Oui, mais comme vous le dites, coup de pouce, petite mesure. La vérité, c'est que nous avons besoin d'un Big Bang de la dépense. Il faut baisser la dépense de fonctionnement de l'État. Et pour la baisser, il faut accepter de repenser ses missions. Il faut accepter de faire de la réforme. C'est ce que dit le Haut Conseil des finances publiques, qui dit il n'y a pas d'efforts structurels dans ce budget. Alors ça parle pas quand on dit ça, effort structurel. L'effort structurel, c'est l'effort durable sur le long terme. Et ce qui se passe, Monsieur Dely, je le dis, c'est que comme on baisse pas suffisamment les dépenses de fonctionnement, on est en train de sacrifier des investissements d'avenir. Vous parlez de Big Bang, mais ça ressemble à une purge, ce que vous réclamez.
C'est une purge plutôt de la dépense publique, non? Mais ça veut dire quoi une purge? Ce que je vous demande, c'est qu'aujourd'hui, l'État qui s'est mis à faire la même chose que les collectivités locales, on est oui, on gaspille l'argent public, on fait 3 fois la même chose à 3 échelons différents. La commune, le département, la région et l'État. Et il y a des dépenses qui pourraient être rationalisées. Le fait que l'État donne des aides aux entreprises, que les régions donnent des aides aux entreprises, que les communes donnent des aides aux entreprises, vous trouvez que c'est normal? Tout le monde, les entreprises doivent déposer 3 dossiers différents dans 3 administrations différentes. Il faut qu'on rationalise tout ça. C'était l'engagement de la droite aux élections, mais c'était aussi l'engagement d'Emmanuel Macron, si je ne m'abuse. Je croyais que le président de la République avait promis 100 000 ou 120 000 fonctionnaires de moins sur l'ensemble du quinquennat. Oui, à 4 000 par an, on va pas y arriver très vite. Est-ce que la question aussi de la création d'un guichet unique, justement, qui serait un prestataire pour l'ensemble qui permettrait de rationaliser les offres, est-ce que ça va pas dans le bon sens? Est-ce que c'est pas une mesure de rationalisation, justement, des dépenses publiques? Peut-être un guichet unique, mais il faudrait des guichets uniques pour tout. Il faudrait des guichets uniques pour tout. On a aujourd'hui des administrations qui collectent l'impôt. On en a plusieurs. On a un nombre d'administrations sociales considérable. Regardez, les départements, par exemple. Mais les assistantes sociales des départements. Locales que vous visez, en fait, plus que l'État. Mais monsieur Delis, je vous le dis, les assistantes sociales des départements qui gèrent le RSA font peu ou prou le même métier que les assistantes sociales des caisses d'allocation familiale. Donc vous voyez, on a beaucoup de choses à rationaliser. La progression des dépenses publiques que vous visez, c'est plutôt celle des collectivités locales plutôt que celle de l'État. Non, c'est l'inverse. Les collectivités locales aujourd'hui baissent leurs dépenses. Et d'ailleurs, l'État nous a donné des normes de progression sur nos dépenses qui sont très strictes, puisque vous le savez, nous n'avons plus le droit d'augmenter nos dépenses de fonctionnement. Moi, ça ne me gêne pas. Je les ai, comme je vous le dis, baissées de 12% en 3 ans. Donc je suis pour baisser les dépenses de fonctionnement et pour augmenter les dépenses d'investissement. Parce que, à côté de ça, monsieur Delis, il y a des administrations qui ont besoin de plus de dépenses. La police, la justice, l'hôpital. Il y a des administrations qui sont sinistrées aujourd'hui. Et on a des administrations qui sont sinistrées et à côté de ça, on n'arrive pas à baisser les dépenses des administrations de guichet. Valérie Pécresse, vous restez avec nous. On va aborder dans quelques instants les propos de Marcel Campion que le journal du dimanche a dévoilé hier. D'abord un tour complet de l'information, 8h40 avec David Doba. Et la présentation ce matin en Conseil des ministres du budget de l'État 2019, 2 axes marquants, une pression fiscale allégée de 6 milliards d'euros et des coupes dans les effectifs, 4500 postes de fonctionnaires appelés à disparaître. Ça n'est pas sans rappeler l'écotaxe, la vignette forfaitaire sur laquelle travaille actuellement le gouvernement visera tous les poids lourds, y compris les camions français. La mesure fera son apparition dans le projet de loi mobilité cet automne et l'argent doit financer l'entretien et le développement du réseau routier. Parole contre parole, Casino affirme avoir été sollicité par Carrefour en vue d'une tentative de rapprochement. Totalement faux, répond le géant de la distribution qui évoque des insinuations inacceptables. Les sujets de divergence entre eux ne manquent pas. Tête à tête à Berlin aujourd'hui entre Laurent Wauquiez et Angela Merkel. À 7 mois des européennes, les 2 leaders s'opposent sur plusieurs dossiers, notamment l'immigration. Et puis c'est l'opposant principal de Vladimir Poutine. Il sera resté quelques minutes seulement en liberté. Alexei Navalny interpellé dès sa sortie de prison ce matin. Il venait de purger une peine de 30 jours pour avoir organisé une manifestation non autorisée et on ignore pour le moment les raisons de cette nouvelle arrestation. Toujours avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Le journal du dimanche a donc dévoilé hier l'existence d'une vidéo dans laquelle on aperçoit et on entend Marcel Campion, le roi des forains, c'est l'un de ses surnoms, et candidat également au municipal. Je vous propose de l'écouter. Comme il était un peu de la jaquette, il a rencontré Delanoë. Ils ont fait leur folie ensemble et premier adjoint. Et Anne Hidalgo, il est superbe parce qu'en même temps, il a amené tous les homos de la terre. C'est-à-dire que toute la ville maintenant est gouvernée par les homos. Voilà, toute la ville est gouvernée par des émos. Il parlait de Bruno Julliard, qui a récemment démissionné de l'équipe d'Anne Hidalgo. Un commentaire, Valérie Pécresse? Ce sont des propos extrêmement choquants et je pense que c'est des sujets qui vont se traiter en justice aujourd'hui. Il doit être poursuivi, Marcel Campion? Il va l'être, parce qu'on peut pas accuser quelqu'un et notamment l'attaquer sur son identité sexuelle. Bruno Julliard a annoncé qu'il allait porter plainte. Vous considérez qu'il a raison? Évidemment, il a tout à fait raison. La droite a souvent considéré Marcel Campion comme une bonne cartouche anti-Hidalgo. Il faut couper les ponts avec lui. Écoutez, je ne connais pas Marcel Campion personnellement. Voilà, je n'ai pas de relation avec ce monsieur. Il est hors de question pour vous qu'il soit un jour candidat au municipal à Paris?
S'il est condamné, ce sera compliqué pour lui de mener campagne. Mais comme vous le savez, du Front National jusqu'à d'autres, il y a eu des personnalités condamnées qui ont fait des carrières en politique. On sait qu'Anne Hidalgo n'a pas renouvelé l'autorisation qu'il installe son marché de Noël sur les Champs-Élysées cette année, mais qu'en revanche le Louvre a annoncé qu'il était prêt à l'accueillir, le marché de Marcel Campion dans les jardins des Tuileries. Est-ce qu'il faut remettre en cause cette décision ? Le sujet de fond, c'est est-ce qu'il faut un marché de Noël à Paris ? Moi, je crois que aujourd'hui, la question touristique est une question majeure pour la création d'emplois en Île-de-France. Et donc, un marché de Noël, oui. Avec Marcel Campion, c'est une autre question. Mais c'était précisément ma question. Oui, mais je ne suis pas attributaire de la concession. Je ne connais pas les conditions. Il faut remettre en cause cette décision à cause des propos qui ont été tenus par Marcel Campion. Je ne crois pas que ce soit légal, Monsieur Dely, de remettre en cause une autorisation donnée avec un contrat donné. Mais en revanche, faire condamner Marcel Campion pour des propos homophobes, oui. On va évoquer maintenant les tensions au sein de la droite européenne au sujet du cas Viktor Orban. Renaud Dely. Oui, parce que Laurent Wauquiez, qui est précisément reçu aujourd'hui par Angela Merkel, il a expliqué la semaine dernière, notamment lors d'un bureau politique plutôt houleux des Républicains, que Viktor Orban avait toute sa place au sein du Parti populaire européen à Strasbourg. Est-ce que vous considérez, vous aussi, comme Laurent Wauquiez, que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a toute sa place au PPE ? Moi, je crois surtout que Viktor Orban est en train, en ce moment, de prendre des mesures qui sont contraires à l'état de droit et aux libertés publiques en Hongrie. Ça a été démontré au sein du Parlement européen et la majorité du PPE, donc le parti auquel il appartient, la majorité des membres du PPE ont voté des sanctions contre Orban. Ils les ont votés là, il y a quelques semaines. L'enclenchement d'une procédure qui peut les conduire députés à des sanctions. français du PPE, il y a eu toute la palette. Il y a eu des votes pour, des votes contre, des abstentions. L'enclenchement d'une procédure de sanction. Pourquoi est-ce que les députés du PPE ont voté ce qu'on appelle l'article 7 ? Mais pour tirer un signal d'alarme, pour peser sur les décisions de Viktor Orban, pour l'amener à renoncer à ces lois liberticides, dont je rappelle qu'elles sont en train de museler la liberté de la presse, la liberté d'installation des universités, les libertés fondamentales des Hongrois et le pouvoir de la Cour suprême hongroise. Donc le sujet, c'est les libertés publiques en Hongrie, ça n'est pas la politique migratoire de M. Orban. Et donc je crois que c'est important, et le PPE l'a souhaité, Madame Merkel, M. Kurz, le ministre autrichien, la majorité des députés PPE ont souhaité donner un avertissement à M. Orban. Ce n'est pas la politique migratoire de Viktor Orban, vous l'approuvez la politique migratoire de Viktor Orban ? La politique migratoire de Viktor Orban a plusieurs volets, et notamment un volet protection des frontières, et sur la protection des frontières, je pense qu'il faut qu'on soit très ferme. Il y a eu aussi des traitements considérés comme inhumains à l'encontre d'un certain nombre de migrants, de violences. Ça, c'est une question de liberté publique et de droits de l'homme, et là-dessus, je suis intraitable. C'est les valeurs de la droite, c'est les valeurs des Républicains. L'article 3 de nos statuts dit que nous sommes là pour défendre les libertés publiques et l'état de droit. Donc je ne fais qu'appliquer cet article et défendre une droite authentique. Quand vous tenez ce raisonnement à Laurent Wauquiez la semaine dernière lors du bureau politique des Républicains, quelle est sa réponse ? Il a dit que s'il y avait des atteintes aux états de droit, il les condamnerait. Donc je pense qu'il faut qu'il les condamne. Et je pense que dans les relations que nous avons avec Viktor Orban, il faut pouvoir lui dire aussi ce que nous pensons de sa politique en Hongrie vis-à-vis des Hongrois. Lorsqu'on lit, Valérie Pécresse, les statuts de votre parti, les Républicains, à l'article 3, on lit précisément que les Républicains s'engagent pour la construction d'une Europe libre et démocratique et pour le progrès de la démocratie dans le monde, ce qui nous renvoie à notre débat autour du cas Viktor Orban. Est-ce que, avec Laurent Wauquiez à leur tête, les Républicains sont toujours fidèles à cet engagement européen ? C'est l'article que j'ai lu au bureau politique, mais je crois qu'il y a beaucoup de figures des Républicains qui ont réaffirmé la portée de cet article, la puissance de cet article. Vous savez, Emmanuel Macron essaye de nous écraser dans un étau. L'étau progressiste contre populiste. L'étau en disant il n'y a que moi, Emmanuel Macron, le progressiste, et en face de moi, il n'y a que des populistes. Moi, je veux briser cet étau populiste contre progressiste, dans lequel Emmanuel Macron essaye de nous enfermer. C'est ce que vous voulez dire, il est tombé dans le panneau. Pour briser cet étau, il faut qu'on affirme une droite pro-européenne, en même temps extrêmement lucide, extrêmement puissante pour réformer l'Europe dans tout ce qui ne va pas en Europe, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et cette Europe,
on peut pas laisser le monopole de l'idéal européen à Emmanuel Macron. Et cette droite-là, elle doit aussi défendre puissamment les droits de l'homme. Et elle doit défendre aussi puissamment les libertés publiques. Et ça ne l'empêche pas d'être extrêmement ferme en matière migratoire. Parce que, pardon de le dire, la question migratoire en Europe est extrêmement aiguë. Et il faut qu'on fasse respecter des frontières sûres. Et Schengen doit être complètement revisité. Dublin, les accords du Touquet. Donc ça ne veut pas dire que je suis naïve. Au contraire, je suis extrêmement lucide et extrêmement ferme. Mais on peut être ferme à la fois sur les frontières et ferme sur les droits de l'homme. Vous évoquiez à l'instant ce clivage entre progressistes et populistes, dites-vous, nationalistes en Europe. Il y a quelqu'un à droite, dans la droite française, qui d'ores et déjà se lance dans la campagne des élections européennes de mai prochain. Il a annoncé hier qu'il serait tête de liste et il vous tend la main. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Je vous propose de l'écouter. Je lance donc aujourd'hui un appel solennel aux Français patriotes. Oui, j'ouvre grand les bras aux membres, aux sympathisants, aux électeurs du mouvement des Républicains comme du Rassemblement national. Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, vous n'êtes pas candidat aux élections européennes et c'est votre choix, je le respecte. Soyez logique avec vous-même. Soyez à nos côtés. Soyez à nos côtés. Il tend la main aux Républicains, Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Nicolas Dupont-Aignan a jeté le masque. Aux dernières présidentielles, il a fusionné au deuxième tour avec Marine Le Pen. Il y a aujourd'hui, effectivement, une sensibilité que j'appellerais fusionniste, ceux qui pensent que l'avenir de la droite, c'est la fusion avec l'extrême droite. Moi, je ne crois pas à cette théorie et je la combats. Je pense que l'identité, l'ADN de la droite française est certainement pas de s'allier avec l'extrême droite, c'est au contraire d'affirmer son identité contre une extrême droite qui bafoue nos valeurs. Il n'y a pas de retour possible quand on s'est approché de Marine Le Pen. Nicolas Dupont-Aignan ne fait pas mystère et regardez ce qu'il dit. Il dit il faut qu'on fusionne tous ensemble. Il dit Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, moi, on va tous fusionner. Ces fusionnistes sont, pardon de le dire, à mon sens, les ennemis, profondément les ennemis de la droite républicaine. La droite républicaine, elle doit construire un programme alternatif à Emmanuel Macron, un programme qui est fondé sur ses valeurs de liberté et d'état de droit. Sur cette fusion que vous évoquez, est-ce que à la base, elle n'existe pas déjà en partie ? Quand on va dans un meeting de Laurent Wauquiez ou dans un meeting de Marine Le Pen sur des questions comme la sécurité, comme l'immigration, on entend de la part des sympathisants présents les mêmes mots ? On peut être très ferme sur la sécurité, on peut être très ferme sur l'immigration et en même temps ne pas être sur des solutions qui sont contraires à l'état de droit. Je vous donne un exemple, moi qui m'inspire énormément. Le gouvernement danois est un gouvernement de droite, de centre droit et de droite. Et donc une alliance du centre et de la droite. Ce gouvernement danois est en train de prendre des mesures extrêmement fortes pour casser les ghettos, pour interdire de construire plus de 30% de logements sociaux, pour doubler les peines des délinquants dans les quartiers criminogènes. Je pense qu'on peut prendre des mesures extrêmement fortes. Moi, je suis une femme d'ordre, vous me connaissez. On peut prendre des mesures extrêmement fortes de lutte contre la délinquance, de lutte contre les immigrés clandestins et en même temps respecter l'état de droit. C'est mon credo et c'est ça que je défendrai devant les Français. Valérie Pécresse est avec nous jusqu'à 9h. On va jeter un œil au titre de l'actualité à 8h51 avec David Dobaye. On se retrouve juste après. 6 milliards d'euros de baisse d'impôts, selon Bercy, accordés aux ménages l'an prochain. Présentation en Conseil des ministres du budget de l'État 2019 aujourd'hui. Mais des hausses sont à attendre, notamment sur les cigarettes ou le gazole. Le texte prévoit également une baisse des contrats aidés ou encore un quasi-gel des APL. Une quarantaine de tracteurs et camions manifestent d'ailleurs depuis ce matin à 7 heures devant la préfecture de Valence. C'est dans la Drôme, évidemment. Ils dénoncent la fin des exonérations de charges pour les travailleurs saisonniers prévues dans le texte de loi. Dépôt de plainte et saisie du CSA. Les policiers ne décolèrent pas après les propos de Yann Moix ce week-end. Le chroniqueur les a accusés, dans un langage particulièrement fleuri, de se victimiser face à l'insécurité. Le syndicat Alternative Police CFDT annonce ce matin sur France Info qu'il porte plainte pour diffamation. Direction New York pour Emmanuel Macron. Il participe ce soir à l'Assemblée Générale de l'ONU, l'occasion de s'entretenir en tête-à-tête avec Donald Trump. La Maison-Blanche qui, par ailleurs, ne ferme pas la porte à une improbable rencontre entre le président américain et son homologue iranien Hassan Rouhani. Et puis la suite et la fin de la 6e journée de Ligue 1 hier soir, cette lourde défaite de l'OM corrigée par Lyon 4-2. De leur côté à Rennes, les Parisiens se sont imposés 3-1 au classement. Paris est en tête devant Lille et Montpellier.
Info. Valérie Pécresse, Manuel Valls annoncera demain sa très probable candidature à la mairie de Barcelone. Vous êtes contente pour lui ? C'est un nouveau défi qu'il se lance politique. Je remarque qu'il sera soutenu, s'il se lance, dans sa campagne par un parti de centre-droit espagnol. Donc Manuel Valls poursuit, une trajectoire politique un peu inédite. Vous dites bonne chance ou vous dites bon débarras ? Manuel Valls avait une voix forte. Vous savez, il y a en France des clivages politiques droite-gauche, mais il y a aussi un autre clivage qui est très fondamental entre communautaristes et républicains. Et dans ce clivage entre communautaristes et républicains, moi j'étais avec Manuel Valls du côté des républicains. Donc sur certains sujets, et notamment la laïcité, les valeurs de la République, l'ordre, je pense que nous avions parfois, une conjonction de pensée, même si donc, sur bon d'autres courage, sujets, nous n'étions pas d'accord. Alors bon courage pour défendre l'intégrité de l'Espagne. Parce qu'en réalité, derrière le combat municipal de Barcelone, il y a la question de la sécession de la Catalogne. Et Manuel Valls a le courage de défendre une Catalogne espagnole. Et moi, je crois qu'il faut absolument qu'on préserve l'unité de l'Espagne. Il peut rester député en France ? Non. Non, il doit démissionner immédiatement ? Ah, mais ce n'est pas compatible, à mon sens. Enfin, de toute façon, on ne peut pas avoir à la fois un pied dans la politique nationale française et un pied dans la politique nationale espagnole, parce que maire de Barcelone, c'est un poste de dimension nationale en Espagne. Mais je crois qu'il le sait, et ça n'est pas de ma part un conseil que je lui donne. Renaud Dely. Alors, il y a une autre municipale à enjeu fort, c'est en France, c'est la municipale à Paris. Paris, mairie pour laquelle il y a déjà une foultitude de prétendants qui sont dans les starting blocks. Je vous propose d'écouter la titulaire du poste, Anne Hidalgo, mise en cause sur un certain nombre de dossiers, notamment sur la propreté. À l'évidence, sur la propreté, qui est un vrai sujet, pour moi c'est un enjeu aussi environnemental. Sur la propreté, les moyens étaient sous-dimensionnés, donc j'ai rajouté des moyens. J'ai mis en place des équipes. Mais ça ira vite, parce qu'aujourd'hui c'est encore le cas. Bien sûr, j'espère que ça va aller vite. Mon rôle, vous savez, c'est comme aussi à la tête d'une entreprise, vous faites bouger les choses, mais surtout, je crois, vous avez parlé d'un certain nombre de ratés, et j'en reparle dans mon livre, j'assume ma responsabilité, je dois assumer ma responsabilité. Et bien sûr que mon rôle, c'est de trouver des solutions. Anne Hidalgo, elle a subi des difficultés ces dernières semaines, ces derniers jours encore. Est-ce que vous pensez qu'elle est d'ores et déjà battue, ou est-ce que ce sera une candidate redoutable ? D'abord, c'est la maire en titre, donc elle a beaucoup de leviers d'action aujourd'hui. Et moi, ce que j'espère surtout, c'est que cette municipale qui démarre pratiquement 2 ans avant. Voilà, 2 ans avant, ne va pas conduire à emboliser à peu près toutes les décisions qui doivent être prises pour Paris. Parce que, en tant que présidente de la région, ce que j'essaye de faire, c'est d'assurer la solidarité entre des territoires, donc entre Paris et la banlieue. Et cette solidarité, elle se nourrit aussi de décisions qui sont prises à Paris. Il faut absolument pas qu'il y ait une gestion égoïste de Paris. C'est le cas aujourd'hui ? Vous considérez qu'Anne Hidalgo est une maire de Paris hostile à la banlieue ? Elle l'a été par des décisions qu'elle a prises. Par exemple, la fermeture des voies sur berge sans concertation a conduit à reporter toute la circulation sur le périphérique, la 86 et les pénétrantes, et a créé énormément de souffrance en banlieue. Donc le sujet aujourd'hui, c'est vraiment cette cohérence. Or, j'ai peur, si tout le monde se lance dans la campagne, et j'entends, alors c'est le concours Lépine des fausses bonnes idées, hein. J'ai entendu M. Ganzer expliquer qu'il allait supprimer le périphérique d'un coup de baguette magique, j'imagine. C'est une mauvaise idée, ça. Mais enfin, M. Dely, le problème, c'est pas ça, c'est qu'il faut arrêter la démagogie. Madame Hidalgo veut les transports gratuits, ça aussi. Les Français ont bien compris que les transports n'étaient pas gratuits et que si c'était pas le voyageur qui payait, il y aurait quelqu'un d'autre qui payerait, ce serait le contribuable. Donc il faut arrêter le concours Lépine de la démagogie, et cette élection municipale doit s'apaiser et se construire sur un dialogue avec tout le monde et des constats partagés. Arrivez-vous à dialoguer avec Anne Hidalgo ? On sait que ça n'a pas toujours été facile entre vous. Mais on a un besoin de déplacement dans l'Île-de-France. Il y a 1 million de banlieusards qui viennent à Paris tous les jours, 1 million qui se rapprochent de la petite couronne. Donc on ne peut pas agiter comme ça des propositions démagogiques. J'ai un tout petit peu peur de cette municipale, et moi en tout cas, à la place qui sera la mienne, je rétablirai un certain nombre de vérités. Oui, il faut impérativement diminuer la pollution, mais pour diminuer la pollution, ça commence en banlieue, ça commence là où les Franciliens prennent leur voiture. Sur un tout autre sujet, Valérie Pécresse, en fin de semaine dernière, l'épiscopat français a pris position de façon solennelle contre l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes, ce qui est un engagement du candidat Macron. Tous les évêques de France ont signé un très long texte de 112 pages contre cette mesure. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension de la PMA à toutes les femmes ?
D'abord, personne mieux que moi ne peut comprendre la puissance du désir d'enfant et la souffrance que ce désir non satisfait peut engendrer. Mais je crois qu'à ce stade, ce que le gouvernement appelle d'un slogan un peu facile, la PMA pour toutes, génère un certain nombre de questions éthiques importantes et qui ne sont pas résolues et qui ne peuvent pas être balayées d'un revers de main. Moi, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. On dit la PMA pour toutes, mais à partir de quel âge ? Est-ce que ça veut dire qu'à partir de 18 ans, on va inciter des jeunes filles à avoir des enfants toutes seules, alors qu'on sait bien que les familles monoparentales sont souvent confrontées à des difficultés de vie et à des difficultés sociales et des difficultés économiques. Est-ce que l'accès aux origines des enfants, beaucoup d'enfants nés de la PMA aujourd'hui cherchent à connaître leurs origines. Ils auront un père biologique, si on aura entendu un père Valérie légal. Pécresse, pardon de vous interrompre parce qu'on est vraiment très en retard. La GPA. Et on aurait dû vous interroger plutôt sur cette question. Oui. La gestation pour autrui, pardon de le dire, c'est aussi c'est la marchandisation du corps humain. Est-ce que donner le droit à toutes les femmes de faire un enfant, ça conduit à donner aussi aux hommes ce même droit? Pardon, merci Valérie Pécresse. Je précise que la GPA n'est pas dans les volontés du gouvernement aujourd'hui. Au contraire, la PMA, on aura entendu vos réserves, on vous réinvitera, promis, pour en parler. On n'a pas le temps, on est très en retard. Il est 8h59 dans une minute. Merci Valérie Pécresse. Un nouveau journal sur France Info.